Alors qu'il célèbre ses 70 ans, le planning familial alerte depuis quelque temps sur les menaces qui pèsent sur l'association qui défend les droits sexuels et reproductifs par l'éducation sexuelle, ainsi que la lutte contre les violences et discriminations envers les femmes et minorités de genre. En effet, les baisses de financement se multiplient dans certaines régions françaises, ainsi que les attaques politiques. Alors, au lendemain du 8 mars, journée des droits des femmes, comment comprendre, comment aborder l'histoire du planning familial, créé à une époque où la contraception et l'avortement étaient interdits? Comment le mouvement a-t-il participé aux grands bouleversements sociétaux du XXe siècle, de contestataires à institutionnalisés? Quels ont été ces mouvements? Une invitée ce soir pour nous éclairer, Bibia Pavard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, co-autrice de l'ouvrage intitulé Les lois Veil, un siècle d'histoire, qui est apparu en 2024 aux éditions La Découverte. Et je signale par ailleurs que vous êtes également commissaire de l'exposition Objet de choix à la FEMUSE, association pour un musée des féminismes à découvrir à partir de septembre 2026 à Angers. Merci d'être ce soir à Question du soir. On a aussi besoin de moyens pour continuer à agir et de travailler avec les associations. Moi, je le redis, mon inquiétude, elle est là. Ça veut dire qu'on intervient auprès des personnes les plus éloignées du droit. Où est-ce que vont aller ces personnes s'il n'y a plus de planning familial, mais s'il n'y a plus d'associations aussi sur les territoires? C'est vraiment une offensive qui est très importante. Aujourd'hui, des annonces de baisse de financement qu'a le planning, c'est des collectivités territoriaux. Ça veut dire c'est des élus de proximité aujourd'hui qui prennent des décisions politiques et qui font des choix politiques. Nous, le planning, on a la chance d'être une grosse association avec une tête de réseau. Mais moi, je pense à toutes les associations qui existent et qui sont sur les territoires, qui connaissent leur territoire. C'est là aussi où moi, ça m'inquiète. Et je pense qu'il faut qu'on soit offensif là-dessus, parce que moi, je crois au milieu associatif et au tissu associatif. Et imaginez juste une société sans association, par exemple. Sarah Durocher, la patronne, si je puis dire, du planning familial. Le planning familial, 82 associations départementales, plus de 2000 militants, salariés, bénévoles, je le disais, 70 ans d'existence. Avant de parler des problèmes, Bibia Pavard, nombreux que traverse le planning familial, que représente aujourd'hui cette association et son tissu de personnes engagées? Alors j'ai remarqué que vous avez employé le terme institution, et c'est vrai qu'on a l'impression que ce mouvement joue un rôle institutionnel. Il a en tout cas une mission de service public, celui lié à l'éducation sexuelle et à l'accès au droit à la contraception et à l'IVG. Mais c'est aussi une association militante qui est sur le terrain, qui est aussi dans les manifestations, qui fait du plaidoyer. Et sa particularité, c'est d'être présente sur l'ensemble du territoire. Et c'est aussi de s'inscrire dans une histoire très longue. 70 ans d'existence, ce n'est pas rien. Et en 70 ans, elle s'est transformée, elle s'est renouvelée, mais elle est toujours là sur des combats qui étaient déjà présents dans les années 50. On va parler de cette histoire, de ces métamorphoses également. Je reste un instant sur le contemporain pour parler des quelques écueils importants que rencontre aujourd'hui le planning familial. Commençons par les problèmes financiers, les coupes budgétaires. Je voudrais vous donner un seul exemple. Le conseil départemental de la Drôme a décidé de fermer 7 des 12 centres de santé sexuelle dans le département et de réduire de 20% les subventions octroyées à l'association. Comment justement le mouvement encaisse-t-il ces coupes budgétaires ? Le mouvement l'a dit, a fait appel à des bonnes volontés à la fin de l'année 2025 pour justement pallier ces coupes budgétaires. C'est effectivement le nerf de la guerre, les financements locaux sur le territoire. Donc ces attaques que rencontre le mouvement français pour le planning familial, ce sont ces baisses budgétaires qui sont dénoncées depuis plusieurs années. Et puis il y a aussi les attaques concernant le positionnement de cette association, positionnement féministe. Des attaques politiques donc. Des attaques politiques. Et les deux sont parfois liés. Il y a des problèmes liés aux baisses de budget, mais il y a parfois aussi l'utilisation de ces coupes budgétaires comme posture politique au niveau local. Les attaques liées justement au positionnement du planning familial, ces attaques touchent-elles particulièrement l'engagement du planning familial sur la question de l'avortement et de la contraception, ou cela est encore plus large et touche d'autres sujets dont se saisit le planning? Le planning familial est en première
première ligne à la fois sur les questions de contraception et d'avortement, qui sont un front voilà, de lutte politique, alors depuis les années 70 au moins, et qui se sont renouvelées aujourd'hui. On l'a vu voilà, aux États-Unis, le retour sur le droit à l'interruption volontaire de grossesse en 2022 a marqué un tournant important. Il y a voilà, des offensives au niveau national, mais aussi international. Mais plus largement, les questions d'éducation sexuelle et d'initiation à la vie affective et sexuelle aujourd'hui à l'école sont un autre front d'attaque du planning familial. Et enfin, les questions de genre, liées au genre, ce qui a été présenté comme la théorie du genre par toute une série d'acteurs, au moment aussi des mobilisations contre le mariage pour tous. Pour tous ces combats, en réalité, le mouvement français pour le planning familial se retrouve en première ligne et porte une ligne politique, qui est une ligne politique féministe, qui est donc mise à mal par ces attaques. Ligne politique féministe qui a largement évolué dans le temps. Alors commençons justement, Bibia Pavard, à faire cette histoire. Je voudrais que l'on rappelle le contexte de la création du planning familial en France. Une loi régit justement l'avortement, la loi de 1920 qui condamne, je cite, la provocation à l'avortement. C'est même une loi qui va plus loin puisqu'elle condamne la provocation à l'avortement et à la propagande anticonceptionnelle. Quel était ce contexte alors juridique ? Alors, la loi de 1920, elle renforce l'interdit de l'avortement, qui était déjà interdit auparavant, mais surtout, ce qu'elle fait, c'est qu'elle interdit toute propagande anticonceptionnelle, comme vous l'avez dit. Donc, il s'agit d'interdire la possibilité de parler, de diffuser des informations et sur les contraceptifs. Alors, le contexte, c'est celui de l'après-Première Guerre mondiale, de l'hécatombe qu'elle a représentée et la volonté de promouvoir un natalisme qui est très très lié en fait à l'identité française et la volonté revancharde contre l'Allemagne. Et dans ce contexte-là, il s'agit de mettre fin à l'activité politique de toute une série de groupes, notamment les néo-malthusiens, qui prônent la libre maternité à ce moment-là. Je voudrais qu'on parte d'une autre date maintenant, 1955. Marie-Andrée Lagrouat-Veil-Allais, une gynécologue de 40 ans, prononce à l'Académie des sciences morales et politiques un discours important, un discours qui se fonde sur un fait divers. Alors décortiquons cela dans l'ordre. Commençons par le fait divers. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit du cas tragique des époux Bach qui donc sont jugés pour avoir laissé mourir leur fille, leur bébé de quelques mois, faute de soins, alors que Ginette Bach était enceinte de son 5e enfant. Donc, c'est ce couple très modeste qui vit dans la banlieue parisienne fait face à des grossesses tous les ans et Ginette Bach expérimente ce qu'on aurait aujourd'hui appelé une dépression postpartum et donc laisse mourir cet enfant et donc ils sont poursuivis pour cela et donc Marie-Andrée Lagrouat-Veil-Allais intervient au procès pour défendre finalement ce couple ou en tout cas mettre en avant des circonstances atténuantes et revendiquer le fait qu'il est nécessaire de changer la loi de 1920 qui contraint finalement les couples à des grossesses non désirées et qui crée ce type de situation tout à fait dramatique. Cette gynécologue dessine une notion même précise, la maternité volontaire. Là aussi, pourquoi j'allais dire aborder ce drame et ce sujet de politique publique à travers ce prisme précis ? Parce que ce qui l'intéresse, c'est la question de la liberté des individus, la question des droits humains, la liberté du couple aussi de choisir les maternités. Elle monte un peu en généralité autour de ces questions de droit et de liberté qui lui sont chères. Une notion cette fois-ci que l'on a trouvée dans le livre intitulé « Si je veux, quand je veux, contraception et avortement dans la société française » qui est apparu aux presses universitaires de Rennes. Le 19 novembre 1955, il est écrit dans France Observateur le message suivant : « 600 000 avortements valent-ils mieux que le contrôle des naissances ?» C'est cela le sujet au fond, c'est l'alternative entre des avortements ou des naissances ?
Alors, le cas des époux Bach posait la question de la mort des enfants ou parfois enfin, des situations terribles. Mais l'autre enjeu central, eh bien, c'est l'enjeu de l'avortement clandestin. Parce que cette loi de 1920 que l'on a évoquée n'empêche pas les femmes d'avoir recours à l'avortement et elles le font dans des conditions, la clandestinité, qui les pousse à mettre en danger leur santé et leur vie. Et c'est ce que Marie-Andrée Lagroix-Vallée, en tant que gynécologue, peut observer dans son cabinet. Elle est face à ces femmes qui viennent lui raconter les avortements répétés, les stérilités liées aux avortements, le désespoir. Et donc, elle part de cette expérience-là, qu'elle raconte d'ailleurs dans un livre en 1961, La grande peur d'aimer. Elle revient sur cette difficulté. Donc, il y a effectivement la question de l'avortement et la foi que la libéralisation de la loi du côté contraceptif va pouvoir permettre de mettre fin aux avortements clandestins. On en vient, Bibia Pavard, à cette date, donc 8 mars 1956, est créé l'ancêtre, si je puis dire, du planning familial, intitulé La maternité heureuse. C'est le nom de l'association. Pourquoi ce nom-là? Qu'est-ce qu'il dit aussi, j'allais dire, du positionnement politique de l'association à ce moment-là? Alors, on a rappelé le contexte de la loi qui interdit toute propagande anticonceptionnelle. Donc, il s'agit de créer une association, de revendiquer une réflexion, une recherche autour des moyens contraceptifs sans pour autant faire de la propagande qui serait interdite. Et donc, l'idée de départ qui est mise en place à la fois par Marie-Andrée Lagroix-Vallée, mais aussi par Evelyne Sulro qui vient la trouver et qui lui propose de créer une association, c'est de faire une association de femmes, de mères de famille, qui soit une association respectable et qui porte ces questions-là, mais sans donner l'impression de vouloir réduire les naissances, puisque le natalisme alors est très puissant et on est en plein baby-boom d'ailleurs. Et l'idée donc c'est de créer les conditions pour la maternité heureuse, pour que le couple soit en harmonie et que la famille puisse s'épanouir, que les enfants puissent être élevés, désirés. Et donc l'argument principal, c'est de dire qu'il ne s'agit pas de limiter les naissances, mais de permettre au couple de choisir le moment de la venue de ces grossesses. Vous l'avez dit, Bibia Pavard, c'est un mouvement de mères de famille. On pourrait même ajouter un mouvement de mères de famille nombreuses, parfois. La stratégie de respectabilité pour beaucoup de militants, souvent, c'est une stratégie constructive, une stratégie qui paye même. Alors là, oui, effectivement, c'est la respectabilité qui est mise en avant autour de cette identité de genre, qui ne vient pas subvertir l'idée de famille et de maternité. Il faut ajouter que ce sont des bourgeoises, qu'elles ont aussi tout un réseau sur lequel elles peuvent s'appuyer. C'est ce que j'ai appelé la politique de la salle à manger. Elles se réunissent dans les appartements des unes des autres, construisent un réseau autour de leurs revendications et progressivement, des hommes vont les rejoindre, surtout des professionnels de santé, des gynécologues, et toute une série de réseaux militants. En fait, le planning familial va s'appuyer notamment sur les réseaux laïques, les réseaux francs-maçons et les réseaux protestants, aussi parce que finalement, revendiquer la possibilité de choisir le moment de faire ses enfants, c'est aller à l'encontre de l'interdit religieux sur la contraception. Est-ce qu'à ce moment-là, la notion de féminisme existe dans les statuts de l'association et même, j'allais dire, dans les discours de ces salles à manger? Alors, pas du tout. Il se trouve que quand même, les premiers ouvrages de Marie-Andrée Lagroix-Vallée sont préfacés par Simone de Beauvoir, qui elle-même, dans Le Deuxième Sexe, en 1949, a dénoncé l'hypocrisie de l'avortement et revendiqué la contraception. Mais elles ne se disent absolument pas féministes. Alors, pour des questions de respectabilité sans doute, mais aussi parce que ce n'est pas l'environnement intellectuel d'où elles viennent. Par contre, voilà, c'est une forme de socialisation qui les ouvre à des questionnements autour de la place des femmes dans la société, de leur indépendance, de leur liberté. Et ce n'est que progressivement que l'association va se revendiquer féministe dans les années 70, jusqu'à ce que ça soit officialisé dans les statuts en 1983. Une archive 1961 et l'ouverture du premier centre de planning familial à Grenoble.
Le premier centre français de planning familial, dit aussi de maternité heureuse, s'est ouvert à Grenoble en présence de nombreux médecins et personnalités françaises et internationales. Cet établissement est destiné avant tout à l'information des couples et surtout des femmes, préoccupés pour des raisons de santé, de régulariser et non pas de limiter les naissances, a déclaré le professeur Pascal, président de la section grenobloise de ce mouvement. Sur les panneaux affichés dans ce centre, les membres du groupement peuvent prendre connaissance des moyens qui leur sont offerts pour favoriser la santé des mères, le bien-être des enfants et l'équilibre du couple. Les moyens du centre de Grenoble consistent en cours donnés par des personnalités compétentes. En 1959, Bibia Pavard, le mouvement change de nom, s'appelle désormais Mouvement français pour le planning familial. Un premier centre ouvre à Grenoble, on vient de l'entendre, en 1961. Comment ensuite le mouvement se territorialise-t-il? D'abord en métropole, on parlera des Outre-mer ensuite, car c'est important également. Oui, alors le mouvement devient, ça devient un mouvement, une fédération d'associations départementales dès la fin des années 50, avec le rattachement, c'est très important, à l'International Planned Parenthood Federation. Donc c'est le mouvement international de planning familial à ce moment-là. Et c'est important de dire que c'est la branche française de ce mouvement international. On n'est pas dans une histoire qui est purement nationale. Et donc ensuite vont se créer ces associations départementales qui sont autonomes et qui sont rattachées à cette fédération. Et donc, il y a vraiment une extension très forte de ce mouvement dans les années 60 et qui se traduit donc par l'ouverture de centres. Et le nombre d'adhérents augmente très rapidement parce que pour aller à l'encontre de cette interdiction de la propagande, afin d'obtenir des conseils contraceptifs, il faut être adhérent au planning, ce qui fait que le mouvement français pour le planning familial devient un mouvement de masse dans les années 60. Rappelez-nous concrètement, en 1965, 68, 71, lorsqu'on se rend dans un centre départemental du planning familial, que peut-on trouver concrètement? Qu'est-ce que les femmes y trouvent là aussi comme type de conseils qui leur sont prodigués? Alors, elles y rencontrent d'abord, et c'est très important, celles qu'on appelle les hôtesses d'accueil, et qui sont formées pour les accueillir, et qui donc leur donnent des conseils, les écoutent, parlent avec elles de sexualité, parfois avec le couple. Et ensuite, elles peuvent aussi rencontrer des médecins qui leur prescrivent des contraceptifs qui sont commandés à l'étranger, et donc qui arrivent ensuite par la poste. Et donc tout ça est quand même semi-clandestin. C'est pas tout à fait légal, mais l'idée, c'est à ce moment-là, s'appuyer sur l'expertise des professionnels. C'est devenu un mouvement mixte avec des professionnels de santé qui donc revendiquent vraiment cette libéralisation de l'avortement pour des raisons de santé publique. Quel autre rôle plus sombre cette fois-ci le planning familial a-t-il joué cette fois-ci dans certains départements d'outre-mer? Alors, il faut replacer dans le contexte de l'époque. On a une politique française qui est très ambiguë en matière démographique. À la fois, on l'a dit, toute propagande anticonceptionnelle est interdite dans l'Hexagone, mais l'État français, en revanche, autorise certaines formes de propagande, cette fois-ci pour la limitation des naissances, dans des territoires qui sont jugés surpeuplés. Et donc là, ça rejoint finalement tout un mouvement plus global de promotion du planning familial en direction des populations défavorisées du Sud, avec l'idée qu'il faut réduire la population pour permettre le développement. Et donc, il y a eu une politique française, et c'est souvent ignoré, de limitation des naissances avant même que la contraception soit autorisée dans certains départements, en particulier à La Réunion, et ça a été très bien étudié par Myriam Paris et Françoise Vergès, mais aussi en Guadeloupe, un peu moins à la Martinique, mais dans ces territoires, l'idée c'était de pouvoir permettre une politique de diffusion et d'information sur la contraception, et le planning familial va participer à cette promotion. Mais avec l'idée donc, pardonnez-moi, que ces populations, justement, dans ces départements précis,
précisément, ne serait pas capable de se prendre en main par elle-même. Alors avec l'idée que sur certains territoires, les maternités ne sont pas désirées, alors que sur d'autres, elles le sont. C'est-à-dire qu'on encourage les femmes dans l'Hexagone à faire plus d'enfants et dans d'autres territoires, au contraire, on trouve qu'elles en font trop. Et puis, on va leur prescrire certains types de contraceptifs aussi, en particulier les stérilés, qui demandent moins leur participation que la pilule, par exemple. Et puis ensuite, un contraceptif qui a été interdit dans l'Hexagone, mais qui est utilisé par exemple à La Réunion, le Depo-Provera, qui consiste à des injections qui donc ont une durée prolongée et qui, là encore, ne font pas appel à la participation active des femmes. Comment caractériser cette fois-ci, Bibia Pavard, le mouvement du planning familial du point de vue sociologique? Est-ce qu'il s'agit d'un mouvement, au fond, de médecins ou est-ce qu'il s'agit plutôt d'un mouvement de militants? Quel est l'équilibre trouvé par le mouvement et comment cet équilibre évolue-t-il par ailleurs? Cette question, elle est très importante parce que c'est compliqué en fait de parler du mouvement au singulier. Parce qu'en réalité, il y a l'instance fédérale et puis ensuite, il y a les associations départementales. Il y a tout le volet médical qui était très important dans les années 60 et qui est passé au second plan à partir des années 70. Et puis, il y a en fait des désaccords politiques assez forts entre les différentes associations départementales et parfois avec le niveau fédéral. Je vous donne un exemple. Au début des années 70, un certain nombre de militantes et de militants, d'hôtesses d'accueil, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, revendiquent la nécessité de lutter pour l'avortement libre. Et elles se heurtent à d'autres militantes et militants du planning qui, au contraire, pensent que ce n'est pas la bonne stratégie. Ce qu'il faut, c'est promouvoir la contraception pour lutter contre l'avortement. Et donc, il y a des heurts assez importants au sein du planning jusqu'à ce qu'une majorité se forme pour l'avortement libre et gratuit et renverse finalement la tête du planning en 1973. Que change l'adoption de la loi Neuwirth à la fin des années 60? On sait qu'il faudra du temps pour que les femmes puissent accéder effectivement à la pilule, mais tout de même, qu'est-ce que cela change dans le combat du planning familial? Alors déjà, on peut dire que c'est une victoire du planning familial qui, depuis 10 ans, lutte pour cette transformation légale et c'est vécu comme un succès, même si les militantes et les militants sont déçus de la forme de cette loi qui ne va, selon eux et elles, pas assez loin, puisque, je le rappelle, les contraceptifs ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, les mineurs de moins de 21 ans doivent avoir une autorisation parentale, par exemple, mais il s'agit d'un tournant, par exemple, Marie-Andrée Lagoua-Vellallé quitte le mouvement juste avant le vote de cette loi. La créatrice donc? La créatrice du mouvement, en considérant qu'elle a atteint l'objectif qu'elle s'était fixé en 1956. Sur la contraception, même positionnement du mouvement, au fond, c'est aussi une partie de son œuvre qui voit le jour et dans le même temps une déception quant à sa mise en forme, à sa réalisation? Alors, effectivement, sur la contraception, il y a eu un certain nombre de difficultés, d'obstacles, notamment sur l'ouverture des centres de planification. Et une des luttes du planning à partir des années 70, ça va vraiment être la question de l'application, de l'accès et de l'information. Parce que la propagande anticonceptionnelle est toujours là. Et un des grands combats du planning depuis les années 60, c'est l'éducation à la sexualité, notamment auprès des jeunes, mais auprès de tous les publics. Et il y a vraiment l'impression qu'il y a un déficit de l'État. La première campagne d'information sur la contraception, elle date de 1982. Vous l'avez dit, Bibia Pavard, la notion de féminisme est inscrite dans les statuts de l'association au tournant des années 80. Comment justement ce mouvement, dans sa diversité, dans sa pluralité territoriale également, vient épouser les évolutions diverses des combats féministes? Eh bien, c'est très intéressant parce que le mouvement français pour le planning familial évolue et s'intéresse à de nouveaux sujets et reflète finalement les transformations du mouvement féministe lui-même. On peut dire que ce qui va se passer à partir des années 80, c'est l'ouverture à de nouvelles thématiques. Alors, il va d'abord y avoir évidemment la question du sida auquel le mouvement va être confronté. Et donc, il va y avoir une implication sur les questions d'information sur les maladies
sexuellement transmissibles. Mais ensuite, progressivement, il va aussi avoir la question des violences qui va se manifester à l'écoute des personnes accueillantes au planning familial, sur lequel elles vont s'investir. Et donc, s'il y a un fil rouge qui est celui de l'éducation à la sexualité, qui est celui de l'accès à la contraception, de l'accès à l'avortement, il va y avoir toute une série de thématiques qui vont émerger. Par exemple, plus récemment, il y a vraiment cette idée de vouloir permettre un accueil inconditionnel à toutes les personnes, y compris les personnes trans, et de pouvoir s'adresser directement à elles aussi, ce qui a d'ailleurs fait polémique dans les années 2020. En quelques mots, pour les nouvelles générations de militantes, le planning familial représente toujours un symbole fort, un tissu vivant? Alors, l'association, aujourd'hui, reste, comme vous le dites, un tissu, un maillage. C'est souvent la première association à laquelle on s'adresse lorsqu'on est une jeune femme. On retrouve le planning dans les manifestations féministes. On le rencontre aussi lorsqu'il s'agit de revendiquer un certain nombre de droits. Donc, on peut dire qu'effectivement, de ce point de vue-là, le mouvement a un rôle majeur dans le mouvement féministe aujourd'hui encore. Merci beaucoup Bibé Pavard d'avoir retracé à grands traits et d'une manière limpide, synthétique, cette histoire du planning familial. Je redonne le titre de votre ouvrage dont vous êtes co-autrice, Les lois Veil, un siècle d'histoire, qui apparaît aux éditions La Découverte en 2024. Je resignale par ailleurs que vous êtes commissaire de l'exposition Objet de choix à la Fémuse, l'association pour un musée des féminismes, à découvrir à partir de septembre 2026 à Angers. Je remercie par ailleurs toutes celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bertie Bourdon, Bruno Barada, Rodi Eken à la réalisation, Camille Maty à la technique. Ce soir, Olivier Arnay.